Très bien, donc effectivement, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle place du scanner dans l'imagerie cardiovasculaire. Alors, un petit rappel, en l'an 2000, ce que vous avez sur la gauche, et pas de pointeur malheureusement, c'est ce qu'on pouvait obtenir comme image sur une dissection. Vous voyez l'image de flap un petit mal au milieu, très limitée, et ce qu'on obtient maintenant, très grande couverture en l'an 2015, depuis type d'image qu'on a depuis quelques semaines avec le nouveau scanner. Donc, ce qui a changé très rapidement, on a divisé l'épaisseur de coupe par 10, on a augmenté le nombre de détecteurs, ce qui nous permet d'avoir une très grande couverture. Le temps de rotation de la machine, on est passé d'une seconde à 0,28 secondes, ce qui est bientôt 0,2 secondes, merci. Ce qui nous permet de limiter considérablement les artefacts qu'on avait ici, qu'on n'a plus du tout. Et puis l'acquisition, qui durait une trentaine de secondes, ne dure plus qu'environ 3 secondes. 30 secondes pour couvrir un bout de l'aorte thoracique et désormais moins de 3 secondes pour couvrir l'ensemble de l'aorte depuis la base du crâne jusqu'au scarpa. Donc un changement énorme. Alors ça, cette technologie, on peut l'utiliser tous les jours, y compris chez des patients qui ont des grandes difficultés, comme celui-ci qui était de réanimation sous assistance circulatoire extracorporelle. Vous voyez à la pointe du cœur le dispositif. Voilà, ici. Et donc, vous voyez qu'on n'a quasiment aucun artefact cinétique chez ce patient. On voit très bien le dispositif à la pointe du cœur. On voit même quasiment les anomalies de rehaussement dans la paroi du ventricule gauche. Donc, une image qui est permise maintenant grâce à une large couverture et une grande rapidité d'acquisition. De la même façon, on a une image sur les poumons qui est d'extrêmement bonne qualité, y compris chez des patients de réanimation intubés ventilés. Donc, on n'a pas d'apnée possible. Patient ici obèse, un index de masse corporelle à 45,5. Et vous voyez qu'on n'a absolument pas d'artefact, une très bonne qualité d'image grâce à nouveau à la rapidité d'acquisition, mais aussi aux reconstructions itératives qui nous permettent d'avoir cette très bonne qualité d'image et donc un bon rapport signal sur bruit. Ces reconstructions itératives, elles nous permettent aussi, et ça a été évoqué à plusieurs reprises ce soir, de réduire considérablement la dose de rayons ionisants qui sont délivrés aux patients. Ici, une femme enceinte qui avait une suspicion assez forte cliniquement d'embolie pulmonaire. On a fait ce scanner qui nous permet de répondre en toute confiance qu'il n'y a absolument pas d'embolie pulmonaire, avec une dose de 0,3 millisieverts, ce qui représente à peine un mois d'irradiation naturelle, et surtout la dose au fœtus qui a été calculée à moins d'un 7/100e du seuil d'alerte, donc quelque chose d'absolument extrêmement important pour nous, bien évidemment, de ne pas exposer les patients. Alors, quelles sont ces innovations dont on dispose sur le nouveau scanner Révolution qui a été installé récemment au CHU de Nancy? Donc, je vous l'ai dit, une collimation très large, 16 cm. Vous avez ici la représentation du détecteur très large, 256 détecteurs qui sont alignés. Une vitesse de rotation, on fait plus de 3 tours par seconde, ce qui nous permet de couvrir un organe entier en 140 millisecondes, notamment le cœur en un battement. Un nouveau détecteur haute définition, on reviendra sur ça, qui est prêt pour l'imagerie spectrale, et puis les reconstructions itératives à nouveau, ce qui nous permet de réduire la dose à la fois pour l'imagerie morphologique, mais aussi pour l'imagerie fonctionnelle, notamment pour la perfusion. Et donc on obtient désormais une imagerie morphologique haute définition et également une imagerie fonctionnelle. Donc ici, je vous montre un autre exemple de réduction de dose, une patiente qui a une sténose du tronc coronaire gauche qu'on avait pu explorer sur l'ancien scanner. Vous avez ici une sténose non athéromateuse en fait, du tronc coronaire gauche. Et lors d'un contrôle tout à fait récent, on a divisé la dose de rayons ionisants quasiment par 6 par rapport au contrôle précédent. Donc quelque chose d'absolument crucial pour l'avènement de la technique. Un autre exemple ici de l'intérêt de ces larges détecteurs, 16 cm. Quasiment tous les cœurs rentrent dans 16 cm. Donc on peut faire le cœur en un seul battement. Vous avez ici la fenêtre d'acquisition chez une patiente qui avait été victime d'un arrêt cardio-respiratoire et qui se trouvait être en bigéminisme. Donc un cycle cardiaque sur 2 avec une extrasystole. Extrêmement compliqué quand on doit faire l'acquisition sur plusieurs cycles cardiaques. Ici une imagerie de très haute qualité grâce à cette acquisition du cœur en un seul battement. Donc ça c'est la possibilité d'avoir confiance dans le résultat, d'obtenir un diagnostic de précision chez ces patients. Donc justement à propos du coroscanner, vous avez vu l'évolution entre 2000 et 2015 de la qualité d'image. Eh bien, progressivement, le coroscanner s'est trouvé une place dans les arbres de prise en charge, puisque c'était le sujet du soir, des patients qui ont une maladie athéromateuse coronarienne
stable, donc angor stable ou sténose. Et donc il s'est imposé progressivement. D'ailleurs, les indications s'élargissent dans les populations. C'était au début les populations à faible risque et désormais les populations intermédiaires, à risque intermédiaire et modéré. Et pourquoi il a pu s'imposer? Eh bien parce qu'il a d'excellentes qualités, très très bonne sensibilité, c'est-à-dire qu'on va bien détecter la maladie, et une spécificité qui reste encore un petit peu modérée, mais encore une fois elle progresse, et l'histoire n'est pas finie, puisqu'on dispose de nouveaux outils. La haute définition, je vous en ai parlé ici, un exemple tiré de la littérature. Un patient, enfin ce sont deux patients en fait qui avaient eu un premier scanner sur un scanner d'ancienne génération, et le contrôle avec la HD. Et vous voyez la différence de visualisation dans la lumière du stent. Ici, on voit très très bien que le stent reste perméable malgré une importante resténose, ce qui n'était pas du tout le cas sur cette image-ci. Donc un apport évidemment important pour le diagnostic de cette haute définition. Deuxième point, grâce donc aux techniques de reconstruction itérative, mais aussi à la large couverture, tout le cœur en une seule rotation, et donc à la vitesse d'acquisition, on est capable de faire de la perfusion, donc suivre le rehaussement du muscle cardiaque, notamment ici, après l'injection du produit de contraste. Donc on répète l'acquisition sur plusieurs cycles cardiaques, et donc on est capable de faire des cartes quantifiées de différents paramètres de perfusion, ce qui nous permet, ou ce qui nous permettra plus exactement, d'améliorer justement la spécificité chez ces patients. Un autre exemple ici, qui vient du docteur Pantone à Milan, un patient qui a une sténose préocclusive de cette interventriculaire antérieure avec le défect de perfusion ici dans le muscle cardiaque paroi antérieure, avec une imagerie ici de fusion, et le résultat après stent tout à fait satisfaisant, une réduction de cette étendue d'ischémie induite par le stress. Donc une carte paramétrique qui permet d'avoir, comme le disait le professeur Clon tout à l'heure, un biomarqueur supplémentaire dans la prise en charge des patients. Une autre situation, le syndrome coronaire aigu, donc la douleur thoracique, de la même façon. Vous avez ici, dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2011, le coroscanner qui prend une place dans une certaine population à faible risque et risque intermédiaire dans les centres entraînés. Et l'autre point important, c'est que ces patients devraient être évalués dans des unités dédiées. Donc on a à la fois le regroupement, un petit peu comme les urgences neurovasculaires qui étaient évoquées tout à l'heure, le regroupement des différentes compétences pour prendre en charge ces patients, y compris celles de l'imagerie non invasive comme le coroscanner. Et c'est extrêmement important. Un papier déjà de l'an 2000 dans le New England Journal of Medicine, un syndrome coronarien aigu non ou mal reconnu, c'est à 6 mois quasiment une mortalité équivalente à celle d'un patient qui a fait un authentique infarctus du myocarde avec élévation du segment ST à l'ECG, donc un gros infarctus. Et puis, et ça c'est un vrai problème parce qu'il y a une énorme variabilité de la clinique. Et puis deuxième point important, des considérations économiques évidemment. Les douleurs thoraciques, c'est la deuxième cause de passage aux urgences aux USA. Donc vous voyez, ça c'est un papier à nouveau dans le New England Journal of Medicine de 2012. Ça représente à peu près 6 millions de passages aux urgences par an, 3 milliards de dollars aux États-Unis, un grand nombre d'hospitalisations injustifiées. Et donc la question, c'est d'améliorer le triage. Et donc justement, dans cette étude, ils avaient fait 2 bras, dont un où les patients avaient un scanner coronarien en urgence, et l'autre où ils avaient une prise en charge classique. Et finalement, ils ont montré, donc c'est évidemment des données nord-américaines, c'est pas forcément extrapolable exactement à la situation française, mais que le coroscanner permettait justement de renvoyer les patients à domicile avec une grande sécurité, la sécurité des patients qui a été évoquée lors de plusieurs interventions ce soir, et également éviter des hospitalisations injustifiées, donc une réduction des coûts, ce qui est évidemment dans nos sociétés un enjeu majeur désormais. Alors nous justement, on a fait le choix d'installer nos scanners, dont le Révolution ici au centre des bâtiments du CHU de Nancy sur Bravo Adulte. Donc le bâtiment principal, le bâtiment de cardiologie et le bâtiment des spécialités médicales. Et donc nous sommes ici juste à quelques mètres de l'unité de douleur thoracique, du secteur d'unité de soins intensifs cardiologiques, du plateau d'hémodynamique, mais également des réanimations. Donc tout ça pour à nouveau faciliter la prise en charge du patient, avoir des circuits courts.
dernier point sur lequel je voudrais intervenir ce soir, quelque chose qui est en plein développement, ce sont donc les TAVI, les implantations, les remplacements valvulaires aortiques par voie percutanée. Et le scanner s'est imposé assez rapidement comme l'outil de référence pour à la fois analyser les conditions locales d'implantation, donc sur l'anneau aortique et la racine de l'aorte, avec un certain nombre de mesures qu'on doit faire, grâce à une vision évidemment tridimensionnelle extrêmement précise qui nous permet bien de choisir la taille de valve qu'il va falloir implanter, et également d'analyser la voie d'abord. Ce sont des patients âgés, souvent très calcifiés, avec éventuellement des sténoses athéromateuses sur les axes iliaques comme ici. Donc il faut être capable d'explorer de la tête jusqu'au haut des cuisses, jusqu'au scarpa, pour choisir la bonne voie d'abord, fémorale, carotidienne ou directement apicale du ventricule gauche. Et donc c'est vraiment une adaptation à chaque patient qui nécessite une grande précision des mesures, et toutes les décisions se font en réunion de concertation pluridisciplinaire au sein d'une équipe dédiée au cœur. Et donc le scanner s'est imposé parce que c'est la technique qui est la plus reproductible pour mesurer cet anneau aortique. Dernier point sur ce TAVI, donc on a des avantages avec les nouveaux équipements. Le cœur en abattement, donc moins d'artefacts cinétiques, notamment ces patients âgés qui ont des fois du mal à tenir un petit peu l'apnée, mais aussi qui sont souvent en fibrillation atriale. Ça ne nous pose plus de problème. Et la grande couverture et la rapidité d'acquisition qui font qu'on a été capable de diviser par 2 la quantité de produits de contraste injectés aux patients et de passer sous le seuil qu'on a ici dans une étude assez récente de 90 ml de produits de contraste iodés, en dessous duquel il n'y a quasiment plus de néphrotoxicité notée par les bilans biologiques de ces injections de produits de contraste iodés. Donc à nouveau, la question de la sécurité de la prise en charge des patients. Donc finalement, j'ai fait un très rapide aperçu du scanner en imagerie cardiovasculaire vu le temps imparti. C'est vraiment un examen clé à la fois dans la prise en charge des urgences et dans la prise en charge des pathologies, on va dire un peu plus chroniques, le bilan initial et le suivi de ces patients. Et les améliorations techniques nous permettent d'avoir beaucoup plus de précision, c'est-à-dire une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité, donc une plus grande confiance dans le diagnostic. Et également, on a une bien meilleure innocuité de ces examens, ce qui permet d'avancer de plus en plus vers la médecine personnalisée et probablement vers une réduction des coûts. Bravo, c'est une très belle présentation, effectivement courte, et qui illustre bien, je trouve, à partir de votre illustration, de votre exercice professionnel, qui illustre bien ce que nous disions dans le fond dans les tables rondes. Vous avez même eu le talon de rappeler quelques termes que nous avons utilisés de sécurité, de coopération, de qualité. Bravo. Voilà, donc moi je vais juste vous parler de l'intérêt des imageurs et notamment du scanner. Principalement en cancérologie, c'est plutôt des données générales dont je vais parler, même si moi je suis spécialisée en cancérologie digestive. Alors, avant de commencer, la chose la plus importante quand on fait de la cancérologie et quand on est radiologue, hein, c'est de savoir pourquoi on fait les examens. Et les objectifs de la cancérologie, ils sont évidemment bien connus. C'est évidemment, et ça vous le savez tous, c'est d'améliorer la survie des patients. Mais c'est pas seulement améliorer l'espérance de vie, c'est aussi améliorer la qualité de vie. Et donc, il faut en permanence se dire qu'on est en progression dans la prise en charge des patients. Ça change tout le temps, les traitements, les stratégies thérapeutiques, les techniques chirurgicales. Et donc, il faut à chaque fois se dire comment on va pouvoir nous aider ces cliniciens qui essaient en permanence de trouver le traitement le plus optimal pour chaque patient. Et à chaque fois qu'on va trouver des choses, eh bien, il faut évaluer le bénéfice-risque, on le sait. Et puis surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'un patient correspond à un traitement, sa façon de percevoir la maladie aussi, son acceptation de la maladie, son acceptation des traitements. Et tout ça, évidemment, c'est à prendre en compte. Alors nous, notre rôle, il est bien sûr au diagnostic initial, on va détecter, on va caractériser, on va faire des cartographies, de bilans d'extension locale, de bilans d'extension à distance, on va faire des bilans de planification chirurgicale et on va faire des données, on va donner des données pronostiques éventuellement. Et puis bien sûr, il est dans toute l'évaluation de la réponse au traitement. Et là, notre suivi est extrêmement important parce que toute la stratégie thérapeutique, et vous le savez tous, elle va dépendre de ce que nous, on va dire. Mais la première chose avant,
c'est qu'il faut que tous les patients aient accès aux soins. Et accès aux soins, c'est-à-dire accès aux imageurs et dans des délais corrects. Alors évidemment, Damien vient de vous parler, il vient de vous dire qu'il avait des urgences vitales, la douleur thoracique, le syndrome coronarien aigu. Nous, on n'est pas dans l'urgence vitale en cancérologie, bien évidemment pas. Mais on est dans un délai qui doit être rapide, 3-4 jours maximum. Il faut donc que les équipements lourds soient disponibles très rapidement pour ces patients, pour des raisons très simples. Ça génère une angoisse. Si les délais sont trop longs, deuxième problème, c'est qu'évidemment, si le délai est trop long, eh bien, la maladie progresse et c'est évidemment pas ce que l'on souhaite, avec les conséquences que vous imaginez facilement. Et donc, il faut bien savoir que toute cette imagerie, c'est la base du choix de la stratégie thérapeutique, vous l'avez bien compris, et toujours dans une équipe multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'aucune stratégie en cancérologie ne se décide dans un coin, mais le radiologue fait partie intégrante de la décision de la stratégie thérapeutique. C'est la raison pour laquelle il faut parfaitement bien maîtriser tous nos outils et principalement tout ce que peuvent nous apporter les innovations technologiques. Le but, comme on l'a dit, c'est d'apporter à chaque fois les bonnes réponses pour un patient et ensuite d'adapter la stratégie en fonction du patient. Alors évidemment, les objectifs en écologie, on les connaît, je viens de vous les dire. Et puis de l'autre côté, on a l'innovation technologique en imagerie médicale. Et entre les deux, à l'interface, eh bien, on trouve les radiologues et les ingénieurs. Alors quand je dis les radiologues, c'est l'équipe radiologique, c'est-à-dire c'est bien sûr les manipulateurs. Ici, je vois Hervé Arnoux qui nous fait un travail exceptionnel sur le Révolution CT, et puis les ingénieurs. Et nous, on est à l'interface. Pourquoi ? Parce qu'on comprend les difficultés et les objectifs des oncologues, et parce que d'un autre côté, on a l'innovation technologique. Et cette innovation technologique, eh bien, il faut bien sûr qu'elle ait un sens. Parce que nous, notre innovation technologique, le but, c'est pas la prouesse technologique, elle est bien sûr insuffisante. Ce qu'il nous faut, c'est qu'elle puisse répondre aux objectifs des cliniciens. Je crois que ça, c'est la première chose. Et si on ne connaît pas la cancérologie et si on n'a pas l'habitude de participer aux réunions de concertation pluridisciplinaire, il n'est pas possible de pouvoir répondre à ces objectifs. Et puis ensuite, eh bien, lorsqu'on a des idées qui viennent des ingénieurs, parce qu'ils veulent aller plus vite, plus fin, moins d'irradiation, eh bien, il faut avoir les compétences pour savoir si les technologies proposées par ces ingénieurs, souvent brillants, souvent rapides, qui ont beaucoup d'idées, eh bien, elles peuvent s'appliquer à la cancérologie et elles peuvent optimiser la prise en charge du patient en cancérologie. Et donc, quel que soit le niveau, eh bien, le rôle du radiologue est de, bien sûr, pouvoir répondre à ces exigences. Il ne faut pas qu'on considère que chaque prouesse technologique soit éventuellement un jouet. Un jouet pourquoi ? Pour sa propre gloire à soi ? Bien sûr que non. Ça doit être évidemment dans une stratégie et il faut absolument que les innovations technologiques, eh bien, elles soient comprises par les radiologues et leur équipe, hein, bien évidemment, et qu'elles puissent être des techniques révolutionnaires pour optimiser le parcours du patient. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors pour ça, eh bien, évidemment, le radiologue, il n'est pas tout seul. Il est indissociable des équipes de recherche quand on fait de l'innovation, que ce soit en scanner ou que ce soit en IRM, c'est indispensable. Les équipes de recherche, elles sont importantes chez les constructeurs. Ils ont des gens extrêmement brillants. Bien sûr, les laboratoires, je vois qu'il y a Jacques Fablanger qui est ici, qui représente la recherche, c'est extrêmement important également. Et il faut qu'on soit capable, nous, radiologues, lorsqu'on a des nouvelles techniques, de les évaluer. Je pense que M. Clodon vous en a parlé tout à l'heure, il faut les évaluer. Il faut être capable de soutenir des projets, de monter des projets, de comparer et surtout de mettre en évidence et de prouver que toutes ces innovations, eh bien, elles ont un intérêt et surtout, elles ont un sens. Et nous, on a, par exemple, dans le service 75 études en cours, dont 70 sont consacrées à la cancérologie. C'est vous dire que tout patient pratiquement en cancérologie est pratiquement inclus dans un protocole et c'est extrêmement important de bien connaître toutes ces spécificités. Donc ça, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, l'imagerie, c'est au cœur de toutes les stratégies thérapeutiques en oncologie. C'est extrêmement important et tout se décide principalement sur les images. Alors les images, j'inclus bien sûr l'imagerie endoscopique, l'imagerie, l'anatomopathologie, qui est une technique d'imagerie, les médecins nucléaires, bien évidemment, et tout va se faire en fonction de toutes ces différentes techniques. Alors l'accès à l'image, vous l'avez compris, ça doit être très court, sinon ça génère une angoisse. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de parcours personnalisé du patient, parce que dès qu'on a un cancer, parfois les bons de demande arrivent. Alors vous imaginez bien une fissure sur un ménisque, enfin là je parle pour une IRM évidemment, ou une métastase hépatique d'un cancer colorectal, ça ne doit pas être considéré de la même façon. Ils ne doivent pas suivre le même circuit. Et ça, on doit le faire. Il faut avoir plus d'imageurs pour qu'à chaque fois, on puisse répondre à cette demande spécifique en cancérologie avec des délais d'attente qui soient les plus courts possibles. Les diagnostics, et vous le savez très bien, qu'est-ce que nous ont fait le scanner ? On fait plus vite, on fait plus fin, on irradie moins, ça ok. Et principalement, on peut faire des temps d'apnée qui sont très courts, Damien vous l'a dit, moins d'artefacts, et effectivement c'est extrêmement important. Mais je crois que ce qui est le plus important également, c'est de pouvoir finalement s'occuper de toutes les populations, des populations relativement âgées, avec un scanner,
6 secondes d'apnée, vous n'avez même pas 3 ou 4, vous avez résolu tous vos problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'empiler des examens d'imagerie inutiles, mais vous allez d'emblée à une imagerie qui va vous donner toutes les données nécessaires. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a avec... Oh, pardon. C'est ce qu'on a... c'est ce qu'on a avec un imageur. Là c'est une vidéo, je ne sais pas si j'arriverai à la faire passer. Là, vous pouvez me la faire passer cette vidéo s'il vous plaît, parce que... Comment ? Ben, ça n'a pas l'air de fonctionner cette vidéo. Voilà. Donc voilà, ça c'est le scanner, c'est ce qu'on connaît. Alors évidemment, avec ces nouveaux scanners, on va aller plus vite, je vous l'ai dit, plus fin, et on va moins irradier. Ça c'est on va dire une acquisition morphologique standard. C'est du classique, c'est mieux, c'est plus précis. On fait des bilans extrêmement précis, exhaustifs des lésions tumorales. Mais ce vers quoi nous permettent d'atteindre les nouveaux scanners, c'est d'aller bien au-delà de cette imagerie, évidemment, morphologique, mais d'aller vers une imagerie fonctionnelle. Et pourquoi aller vers une imagerie fonctionnelle ? C'est parce que ça va nous apporter beaucoup plus d'éléments sur la caractérisation d'une lésion tumorale, et donc d'adapter le traitement, et donc éventuellement d'arrêter un traitement qui est inefficace, ou alors de le poursuivre. Vous savez que les nouveaux traitements, les anti-angiogéniques, sont extrêmement chers. C'est 4 000 €. Le sorafenib, si vous avez un CHC, c'est 4 000 € par mois. Si le traitement est inefficace, parce que grâce à cette nouvelle séquence, on peut le dire très précocement aux cliniciens, eh bien, évidemment, c'est un enjeu médico-économique qui est non négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? C'est qu'évidemment, grâce à ces scanners, on peut faire... du corps entier, 16 cm en une seule acquisition. Damien vous l'a dit, 0,5 secondes, pas 0,2 pour nous, mais plutôt 0,5 secondes, 16 cm. On va donc pouvoir faire de la perfusion. Ça, c'est extrêmement important sur les lésions tumorales et également de l'imagerie spectrale. L'imagerie de perfusion, c'est quoi ? Eh bien, avant, on a cette image, c'est du gris. La lésion est plutôt hypodense, c'est ce qui représente noir. Et puis voilà ce qu'on va obtenir. C'est-à-dire qu'on va regarder comment... se rehausse la lésion. Est-ce qu'elle est hypervasculaire ? Est-ce qu'elle est hypovasculaire ? Est-ce qu'elle est dévascularisée grâce au traitement ? Est-ce que le traitement n'a aucune efficacité ? Et tous ces éléments-là vont être pris en compte ensuite dans la stratégie thérapeutique. Donc c'est effectivement extrêmement important. Pour l'instant, c'est à l'étude, c'est dans des PHRC, bien évidemment, pour que jusqu'à un moment, ça devienne les guidelines. Alors on fournit des cartes de cartographie, vous voyez, c'est relativement esthétique. Le problème n'est pas que ce soit esthétique, le problème c'est que ce soit efficace, et surtout le problème est que l'on puisse donner des éléments extrêmement importants dès que le patient est en cancérologie. Alors l'imagerie spectrale, c'est quoi ? C'est on va faire une acquisition à double kilovoltage, et ça va nous permettre d'objectiver de plus petites lésions. Ici, ce sont des images d'Alain Luciani, où on voit très bien une petite lésion du dôme hépatique à la flèche jaune quand on est à 55 kilovolts, alors qu'à 140, on le voyait très peu, ou enfin à 120, on le voyait très peu. Donc c'est là aussi permettre de détecter très précocement, pouvoir prendre en charge beaucoup plus précocement un patient lorsqu'on va utiliser ce type d'imagerie spectrale. Encore une très belle illustration de cette imagerie spectrale. Ici, on est sur un patient qui est porteur d'un cancer du pancréas. Il a une lésion hypodense dans son foie gauche. Pour nous, c'est la vraie question. Le problème, toujours le très très gros problème, est-ce que c'est une lésion bénigne ? Est-ce que c'est une lésion maligne ? Et grâce à cette imagerie spectrale et notamment la possibilité de pouvoir analyser cette séquence, cette imagerie avec 2 kilovoltages différents, eh bien, on voit un rehaussement périphérique. C'est donc une métastase. C'est donc un patient qui aura un traitement palliatif et qui ne pourra jamais avoir de traitement curatif. Toute la stratégie va dépendre des performances de notre imagerie. Et puis, on arrive au dernier pan de l'exposé, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de l'amélioration technologique, au-delà de l'amélioration de la caractérisation tumorale, eh bien, on va faire des post-traitements qui sont de plus en plus sophistiqués et qui vont aller au bloc opératoire et surtout qui vont avoir un avantage majeur, c'est d'éviter les morbidités péropératoires, les problèmes péropératoires. Et voilà ce qu'on donnait avant un patient qui est porteur de métastases hépatiques d'un cancer colorectal. Et voilà ce qu'on fait maintenant. On fait de la segmentation hépatique. Chaque volume, chaque segment hépatique peut avoir sa volumétrie. Et puis surtout, on sait exactement où se situent les tumeurs par rapport aux veines hépatiques, aux tromportes, à l'artère hépatique. On superpose tous ces volumes. Et donc tous ces volumes, ensuite, eh bien, le chirurgien, en 3D, il sait parfaitement, lorsqu'il va opérer, sur quelle structure anatomique il va arriver, il sait parfaitement toutes les variantes anatomiques, et ça va éviter quoi ? Eh bien, les hémorragies, les surprises évidemment péropératoires et toutes les complications potentielles. Donc voilà, ici, sur cette première vidéo, voilà, vous voyez une acquisition d'images classiques. Et puis, on va passer la première vidéo, là, ici. Donc là, vous avez l'image classique d'une acquisition scanographique. Et puis ensuite, tout le post-traitement va se mettre en place.
Vous allez voir, vous allez avoir la volumétrie hépatique, la superposition du volume hépatique, la superposition de l'artère, la superposition des métastases hépatiques, la superposition des veines, de l'artère et bien sûr du tronc-porte. Ces images ensuite, eh bien, elles vont aller au bloc opératoire et le chirurgien en permanence, alors pour l'instant c'est une application ALPAC, vous voyez, en permanence, il sait parfaitement quelle structure anatomique il va rencontrer et probablement, évidemment que le futur, c'est que les chirurgiens aient ces images. Donc l'innovation technologique, elle est dans l'accès aux images, la caractérisation bien évidemment, mais surtout les planifications chirurgicales qui vont éviter toute la morbie et mortalité éventuellement post-opératoire. Et puis bien sûr, vous avez vu qu'avec nos imageries et innovations, on arrive à remplir un certain nombre d'objectifs, même si c'est toujours en constante évaluation. Le mieux, c'est de contrôler évidemment l'image après l'intervention. Ça, c'est ce que font les gens à Lille, les neurochirurgiens, avec une IRM qui est au bloc opératoire. Et puis ensuite, bien sûr, c'est le contrôle de l'efficacité du traitement par l'image. C'est le mieux, mais c'est pas toujours possible. Et puis l'avenir, il est où ? Eh bien, il est bien sûr sur l'imagerie multimodalité. Je suis désolée. On parle du PET-CT, il y a des médecins nucléaires. Le PET-MR est très vraisemblablement aussi une technique en oncologie qui devra être testée, qu'il est actuellement à la Pitié-Salpêtrière. La fusion intermodalité, vous savez que tout ça, c'est extrêmement important et c'est le travail dans ces différentes spécialités qui sera le plus important. Alors, vous l'avez compris, en cancérologie digestive, l'innovation technologique, elle est majeure. Elle est majeure pour le patient, elle est majeure pour le choix du traitement. Le radiologue est souvent le chef d'orchestre pour ces innovations technologiques. Pourquoi ? Parce qu'il connaît très bien les demandes de ses confrères, parce qu'il a accès au RCP, parce qu'il demande et qu'il connaît les nouveautés, quel que soit le domaine. Et il va donc faire appel aux équipes de recherche, aux constructeurs, de façon à chaque fois à trouver le traitement le meilleur, avoir la meilleure réponse et surtout utiliser le meilleur examen dans un contexte donné. Voilà, merci de votre attention. Bonsoir messieurs, dames. Donc, je vais vous présenter notre expérience du suivi dosimétrique pour les patients au travers du développement et de l'intégration pratique d'un logiciel DoseWatch au sein d'une structure radiologique libérale dans laquelle je travaille. Donc en fait, j'appartiens à une structure qui travaille sur 3 sites d'activité avec 14 radiologues, avec une activité de ville sur Nancy-Centre, à la clinique de Gentilly et aussi dans le centre d'imagerie Jacques Callot. La Solim représente la structure de gestion de nos équipements lourds et regroupe plusieurs entités d'imagerie médicale, des radiologues, des médecins nucléaires qui sont associés et permet de gérer donc 2 scanners, 2 IRM, un PET scanner, une gamma caméra couplée à un scanner. On a également un archivage commun qui est regroupé avec différents groupes radiologiques dans toute la Lorraine, avec vous voyez, une gestion d'environ 450 000 dossiers par an, aussi bien dans le privé, donc à Nancy, à Essé, mais aussi dans le cadre de GCS, donc une coopération publique-privée à Pont-à-Mousson, avec également un centre sur Metz. Voilà, donc l'historique et le contexte de notre activité, disons, de spécialisation un petit peu en dosimétrie. On a contractualisé très précocement avec DoseWatch en 2011, et on a fait ça en fait parce qu'on voulait développer une politique de gestion de la dose assez innovante, avec une démarche de qualité qui est développée dans ce groupe depuis une quinzaine d'années, avec un contexte français, donc avec l'Agence de sûreté nucléaire, avec également des niveaux de référence diagnostique qui représentent une analyse très parcellaire de la dosimétrie patient, puisqu'on recueille une trentaine d'examens sur lesquels on fait un moyen-âge des données. Alors nous, ce qu'on voulait, c'est essayer d'avoir une dosimétrie beaucoup plus exhaustive. Alors, dans un premier temps, on est parti sur un développement progressif à partir d'une seule modalité et d'une seule structure, avec une volonté d'extension à l'ensemble du réseau, qui est celle qui génère le plus d'irradiation proportionnellement aux autres modalités, qu'on a un recrutement qui est oncologique dans sa plus grande partie, donc avec des examens qui sont itératifs, avec donc une irradiation des patients relativement importante, et qu'on a des difficultés de substitution par des examens non irradiants comme l'IRM, parce qu'on a des délais d'examen relativement longs. Et en plus, parce que les examens scanographiques actuels sont beaucoup plus optimisables grâce aux possibilités de rétro-reconstruction dont on vous a parlé déjà tout à l'heure. Voilà, donc le déploiement secondaire s'est fait en mammographie au cabinet, également en radiographie numérisée en clinique et également en médecine nucléaire. Alors je vous passe les détails.
Voilà, donc l'intégration pratique de DoseWatch en scanographie, c'est ce qui nous intéresse le plus. En fait, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré automatiquement les données dosimétriques dans le compte-rendu. Donc ça, c'est ce qu'on voit bien ici. Puis, à partir de notre RIS, on arrive directement à avoir l'ensemble des données dosimétriques des patients avec, donc en cliquant, l'ensemble du dossier patient qui apparaît. Alors là, vous voyez les différentes explorations qui ont été réalisées chez ce patient, avec les différents scanners qui sont colligés et les différentes doses qui sont données. En rose, vous voyez les bâtonnets roses qui correspondent donc à différentes explorations scanographiques dans le temps, depuis 2013 jusqu'à 2014. Ensuite, on peut très bien également colliger les informations scanner, mais également mammographiques, ici relevées sur le bâtonnet orange, alors que les deux acquisitions scanographiques sont de part et d'autre de la dose médiane. Alors, lorsqu'on a intégré DoseWatch en scanner, les manipulateurs, on les a mis au centre du système, avec installation d'écran dédié manipulateur, avec Wortlist, directement à côté de la console, ce qui permet d'avoir un contrôle dosimétrique du patient avant l'examen et d'éventuellement adapter le protocole en fonction des doses que le patient a déjà subies. Deuxièmement, de justifier les alertes DoseWatch, on va le voir tout à l'heure, et également de permettre des données poids et patient, et ainsi de valider le protocole d'examen. Alors voilà la liste de travail que les manipulateurs ont sous les yeux, avec les différents patients, donc nom et sexe qui sont anonymisés ici, avec donc les DLP total qui représentent la dosimétrie patient, l'âge des patients, les IMC, et également les doses avec d'éventuelles alertes en fonction des doses reçues par les patients. Alors toute cette intégration a permis d'optimiser les protocoles, d'une part parce qu'on a une analyse des données simples et exhaustives, individuelles, donc pour chaque examen, et également pour l'historique des patients. Ici, donc, cette analyse exhaustive, on la retrouve avec les différentes longueurs d'examen, les longueurs d'acquisition, les doses par les CTDI et DLP, avec les différentes acquisitions réalisées. Donc, par scout, un scanner sans injection, les deux acquisitions supplémentaires, thoraco-abdominopelvienne avec 2 hélices. Alors cette diapositive, pour montrer une analyse, on va dire, bon, je vais la passer celle-ci, voilà. Alors une autre possibilité d'évaluation de la qualité des examens est représentée par la localisation des patients qui sont au mieux centrés au centre de la machine. Là, vous voyez que la petite croix représente le patient et que pour avoir une dosimétrie la plus faible possible, le mieux, c'est que le patient soit le plus possible au centre de la machine. Et c'est ce qu'on arrive à obtenir avec le logiciel DoseWatch en essayant, après, dans un deuxième temps, d'adapter le positionnement des patients à ces phénomènes. Dans un deuxième temps, donc après l'analyse individuelle, on peut avoir une analyse par protocole et également par machine, avec une dosimétrie analytique qui permet des rapports standardisés ou personnalisés, faciles d'accès. On peut, dans un troisième temps, obtenir une correction ainsi qu'une adaptation des protocoles qui sont secondairement validés, soit par les PCR, soit également en collaboration avec les médecins utilisateurs. Et enfin, donc, permettre d'obtenir une gestion des dérives par des relevés dosimétriques réguliers. Alors ça, je vous montre par exemple l'évolution dosimétrique de l'exploration du scanner lombaire, du rachis lombaire. Dans un premier temps, on a colligé toutes les informations dosimétriques avec des doses qui se répartissaient aux environs de 1500 de DLP. Donc ça, c'était jusqu'en septembre 2012. Dans un deuxième temps, on a optimisé les paramètres d'acquisition en diminuant en particulier le kilovoltage et en obtenant donc une nette diminution des valeurs de DLP. Puis, on a changé de scanner et donc, grâce à l'amélioration technologique, en particulier des rétro-reconstructions par ASI, on a réussi à en diminuer encore la dose.
Et enfin, dans un dernier temps, on a optimisé les pratiques en diminuant les longueurs d'acquisition. Ce qui a permis de passer en 2 ans d'une acquisition en moyenne à 1450 mg par centimètre à environ 576, qui représente une diminution de dose d'environ 60%. Les difficultés qu'on a rencontrées à l'usage, en fait, c'était que les examens n'étaient pas toujours paramétrés de la façon dont on le voulait. Par exemple, quand on faisait des examens complexes avec plusieurs acquisitions, par exemple un scanner abdominopelvien, on pouvait au départ partir sur 2 acquisitions d'examen, 2 acquisitions, mais compte tenu de la pathologie, on pouvait en faire 3, ce qui fait que ça modifiait les valeurs dosimétriques et que c'était source d'erreurs statistiques. Avec également un autre problème qui était une adéquation incomplète au NRD qui était basée sur une seule acquisition. Donc quand vous faisiez plusieurs acquisitions, vous n'avez pas de possibilité, ou c'était plus difficile de récupérer les NRD. Mais depuis le 2e trimestre 2015, l'évolution du logiciel a été très importante et actuellement, je vais vous montrer un petit peu à quoi on aboutit. On aboutit donc à une analyse multifactorielle des pratiques avec un rapport qu'on appelle le rapport JSO, alors qui est basé sur 3 niveaux d'analyse. D'une part, une gestion des alertes, en justifiant les alertes, pourquoi on a des alertes. Dans un deuxième temps, on a une analyse globale des protocoles utilisés. Est-ce qu'on utilise les bons protocoles? Faisons-nous réellement ce que nous disons? C'est-à-dire quand on part sur une acquisition abdominopelvienne avec 2 acquisitions, est-ce qu'on les fait réellement ou est-ce qu'on n'en fait pas 3, est-ce qu'on n'en fait pas 4? Et dans un dernier temps, ce rapport a permis une analyse détaillée de chaque protocole utilisé correctement pour optimiser au mieux les examens. Enfin, il y a également un autre petit plus à la méthode, c'est qu'on peut donner son avis sur la qualité des images en répondant à cette petite question, ce qui permet, si vous voulez, parce que c'est bien de diminuer la dose, mais c'est aussi bien d'avoir un examen qui est de qualité satisfaisante et qu'on puisse interpréter sans problème. D'où l'intérêt de cet avis. Alors la justification, en fait, ça correspond au pourcentage d'alertes justifiées et non justifiées par protocole. Le but, c'est une meilleure compréhension des alertes et une réduction de leur nombre. Alors je vous montre ce qu'on obtient au mois d'avril 2015, quand le système a été mis en route. Vous voyez qu'en fait, quand on n'a pas d'alerte sur nos examens, c'est ce qui est représenté en vert, on est au-dessus de 94%. Les alertes justifiées, c'est-à-dire quand les doses sont trop importantes, sont retrouvées en jaune. Donc on voit qu'on a une justification de nos alertes qui se fait de façon tout à fait satisfaisante, avec quelques alertes non justifiées. On a aussi ce classement d'examens avec, à nouveau, dans les examens avec alerte, vous voyez que les examens avec alerte, par exemple, on a 4 alertes non justifiées sur le scanner lombaire, 21 justifiés. Ça représente certainement des patients qui sont un petit peu gros et donc avec une exploration, avec une dosimétrie, une dose plus importante. Et enfin, donc, on obtient aussi une analyse en récupérant toutes les modifications et toutes les justifications qui ont été faites par les manipulateurs, donc avec les commentaires pour chaque examen dont la dose a été trop élevée. Donc, soit par surcharge pondérale, soit par une longueur d'acquisition plus longue, soit par une exploration dorso-lombaire ou par des étages d'explorés un peu plus importants que pour la norme. Alors, la standardisation des pratiques, c'est aussi quelque chose qui est important et qui permet de regarder la répartition des examens réalisés selon des protocoles standards, alors qui ont été mis en place dans un premier temps par DoseWatch et qu'il faut corréler à notre pratique quotidienne, et également avec des protocoles d'examen non standards. Le but, c'est de réduire les erreurs statistiques de mesure et le nombre d'examens réalisés selon un protocole inadapté. Alors, je vous montre ce que ça donne sur ce graphique. Donc, les examens qui ont été réalisés avec un nombre d'acquisitions standards en vert pour des examens bien classifiés chez nous, ils représentent à peu près 80% de notre activité, alors que ceux qui sont réalisés avec un protocole d'examen non standard représentent une quinzaine de pourcents. Alors quand on regarde en fait à quoi ça correspond, on se rend compte en fait pour des examens complexes comme des thorax abdominopelviens,
on a souvent des examens qui sont non standardisés parce qu'on a plus d'acquisitions ou moins d'acquisitions ce qui était prévu initialement. De même, en abdo-pelvien, notamment en urgence, quand on a complété un examen ou à le modifier, ça change le protocole d'examen. Par contre, pour des examens standards tels des scanners lombaires qui nécessitent qu'une seule acquisition, vous voyez qu'on n'a pas du tout de ce genre de problème-là. De même pour les sinus ou pour les crânes. Voilà. Ça, c'est pas intéressant. Et enfin, donc, pour terminer, je voulais vous montrer aussi l'optimisation des mesures avec l'analyse d'Oswatch qui se fait par un relevé exhaustif de l'ensemble des données dosimétriques des examens réalisés selon un protocole adapté. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer rapidement ce que l'on obtient. Alors, je vais peut-être vous demander, oui. Conclure. On l'avait vu ça, je crois. je suis désolé. Oui, je descends. Oui, il vous restait 2-3 slides, je crois. Ouais. Voilà, donc ce qu'on retrouvait, donc c'était le nombre, les examens qui étaient réalisés de façon tout à fait satisfaisante en vert, avec des doses qui étaient dans les normes. Voilà, différentes séries encore qui étaient montrées avec l'analyse exhaustive des différentes séries. La première série, la deuxième série sur ces acquisitions. En tout cas, je crois que l'on a bien compris votre démonstration. Je suis un peu désolé. Non, mais écoutez, c'est très bien. Non, je trouve pas. En tout cas, vous nous avez, je crois... Merci, en tout cas.